c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Bienvenue sur le podcast de la loose. Aujourd'hui, on reçoit Swan. Donc Swan, elle accompagne depuis plus de 5 ans les entrepreneurs et les freelances qui rêvent de changer leur monde grâce à leurs projets. Elle travaille donc sur les bases d'un business, sur le branding, la vision, la communication, la vente ou encore l'organisation. Et son objectif, c'est de développer le potentiel de ton entreprise en alignant le fond et la forme pour avoir un impact positif sur toi, sur les gens et sur le monde. Bonjour Swan, comment vas-tu ? Hello, écoute, super, quelle entrée, j'adore. Ça va très bien. Et vous deux ? Nickel. Ça va, tout va bien. Et justement, pour qu'on garde la bonne humeur, on a un petit jeu qu'on propose à tous nos invités. C'est très simple, c'est des questions, tu réponds par oui ou par non, il n'y a pas besoin de justifier. Okay. Et de toute façon, pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, le visage parle beaucoup généralement par rapport aux réponses qu'on donne. C'est sûr. Voilà, mais voilà, pas besoin de justification. Quelques questions et puis ça lancera le sujet. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Allez, on y va. C'est parti. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oh, oui, au moins 5 fois, 6 fois, peut-être plus, je sais pas. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions et obtenu 0 réponse ? Oui, ça m'est déjà arrivé, tout à fait. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, etc. ? Oh, oui, surtout quand on est bien fatigué et tu relis le mail et tu te dis « mais c'est moi qui ai écrit ça ». Ouais. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Alors détester c'est un peu fort, mais oui, j'ai déjà envié, j'ai déjà un petit peu jalousé et j'ai même déjà prévenu une personne en lui disant je me suis désabonnée parce que justement ça me trigger un peu trop, mais en toute bienveillance. Voilà. Mais ouais. Ah, c'est intéressant ça, peut-être on en reparlera. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oh bah oui, je pense qu'on l'a toujours, mais il est plus ou moins là quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Ouais, plusieurs fois, pas tout le temps, mais ouais, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Bien sûr, régulièrement. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, une formation ? Après, je me dis que tout est apprentissage, mais oui, je pense qu'il y a des trucs où j'ai mis de l'argent et c'était peut-être pas si prioritaire, si nécessaire, quoi. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non, pas tout le temps, non. Non. Ça marche. Merci beaucoup pour ces réponses très sincères. Il y en a certaines, je pense qu'on va aller creuser un petit peu, c'est intéressant. Allez, on y va. On est dans le podcast de la loose, on y va à fond. Exactement. Et du coup, nous, on t'a invité sur notre podcast parce que tu as partagé récemment le fait d'avoir fermé donc, ton EURL pour retourner sur le statut juridique de la micro-entreprise. Alors, on entend souvent parler de l'inverse, c'est-à-dire que quand tu as une croissance dans ta boîte, etc., tu passes souvent de la micro-entreprise et tu adores exposer aux yeux des gens que ça y est, tu passes en entreprise URL ou en société ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, on en entend un petit peu moins parler. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui ensemble. Mais avant d'en arriver à ce point-là, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton historique au niveau de l'entrepreneuriat, tes débuts rapidement pour arriver jusqu'à l'URL et ensuite pour revenir sur la micro-entreprise ? Ouais, carrément. Je vais faire un petit peu ça par bilan de chaque année. Mais donc, je me suis lancée en janvier 2019. Première année, vraiment rien d'extraordinaire vu que j'avais du chômage en même temps, je découvrais, je faisais un peu tout et n'importe quoi, donc bon, c'était vraiment, c'est rien passé d'extraordinaire. 2020, je découvre tout ce qui est identité visuelle, donc avant je me définissais plus comme illustratrice et graphiste. Identité visuelle, je commence à investir là dans des formations, voilà, je commence à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'entrepreneuriat.
je commence à avoir un chiffre d'affaires qui tranquillement augmente. Et puis, c'est surtout en 2021 que là, mon entreprise, selon moi, en tout cas, dans mon ressenti, décolle et que tous les investissements, le travail que je fais en communication, YouTube, etc., ça paye. Je gagne énormément en visibilité. Je travaille avec des entrepreneurs et entrepreneuses, qui sont bien au-dessus de moi, qui sont bien connus dans leur domaine et tout. Et du coup, fin 2021, je me dis je suis sur une trop belle lancée, je me freine pour pas passer le seuil de la TVA et j'entends partout que il faut un peu scaler son business, qu'il faut développer, pourquoi pas passer en société pour faire un petit peu tout ce qui est optimisation fiscale, passer des trucs en frais de société, etc. Il y avait un peu selon moi, une sorte de mode où on nous poussait un peu à ça si on réussissait bien. Et du coup, je me suis dit, trop bien, syndrome de l'objet brillant, on y va. Donc, en fin 2021, je ferme la micro pour créer la société début 2022. Et en parallèle aussi des prestations que je faisais en branding, brand design, etc., je développe aussi une formation plutôt de groupe et après que je veux scaler, avec Evergreen, tout ça. Sauf que le passage de prestation à vente de formation, c'est 2 métiers différents en fait. Je m'en suis rendu compte évidemment après de passer en société, sinon c'est pas drôle. Et donc l'année 2022, il se passe plein de trucs au niveau se faire connaître, je fais des salons, je fais des événements et tout, le chiffre d'affaires j'arrive à peu près à tenir, mais je me rends compte que c'est super dur en fait d'arrêter les prestats et de vouloir vivre que de la formation en ligne. Et la comptable me dit fin 2022, faudrait essayer de faire mieux l'année prochaine, mais voilà, c'est la première année. Je me fais taxer aussi bien sur les cotisations et tout. Je me dis bon, c'est pas grave, je vais faire mieux l'année suivante. Et 2022 aussi, je vis une grosse rupture amoureuse. Ça faisait 5 ans que j'étais avec mon ancienne avec le partenaire que j'avais, bref. Et du coup, c'est pas évident de vivre tout ça pro-perso. 2023, le perso, ça va mieux, mais le pro, j'arrive toujours pas trop à m'en sortir. Et en novembre, je fais mon merveilleux voyage au Japon, donc l'année dernière, qui a changé pas mal de choses et où je me suis beaucoup remis en question, justement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Enfin bref, j'étais un peu dans une phase de crise existentielle. Et 2024 arrive. Le chiffre d'affaires de 2023 est toujours pas ouf. Je suis énormément stressée par tout ça, la charge mentale. En fait, je crois que c'était trop pour moi, ce passage en société. Et je me rends à l'évidence qu'il faut fermer. Je me dis même, allez, je prends un mi-temps, histoire de retomber sur mes pattes. Et donc, il s'est passé plein de trucs là en début d'année 2024. Mais c'est une grosse aventure qui m'a permis justement de revenir un petit peu à l'essentiel et de vivre cette expérience qui est un échec, mais qui est une expérience quand même. Justement, tu as parlé donc de ta croissance au fur et à mesure des années. Est-ce que, juste d'un point de vue chiffre d'affaires ou revenu, tu peux nous donner on va dire une fourchette de ton évolution pour comprendre à quel moment tu es passé en société, etc. Ouais, alors bon, la première année, c'est c'est vraiment pas grand-chose, c'est moins de 10 000 balles. Vraiment, je faisais un peu ma petite tambouille. 2020, ça commence tranquillement à augmenter. Je dois être en dessous des 15 et peut-être 20 même. Et puis 2021, je me freine moi-même pour pas passer le cap, c'est 37 000 je crois, pour passer à la TVA, parce que je me dis justement, vu que je vais passer en société, autant que je fasse directement, je ferme la micro, je fais pas le seuil de la TVA, je passe en société, je sais pas, psychologiquement je voulais faire ça comme ça. Et du coup, je me dis, trop bien, là, en plus, si je passe en société, que je vais pouvoir faire passer des frais en frais de société, si je refais le même chiffre d'affaires, ça va être trop bien, optimisation, machin, etc. Puis j'avais un projet aussi de mettre mon appart en location. Enfin, avec le perso, ça semblait pouvoir bien se goupiller, mais la vie fait que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, au final, je suis retournée dans mon appart, etc. Bref. Et donc, 2022 et 2023, je suis autour des 20 000. Il y a des gens qui vont dire, c'est trop bien, mais quand tu as 45% de cotisation sur ce que tu te rémunères, il reste plus grand chose au final à mettre dans la poche. Et voilà, du coup 2024, j'ai pas fini l'année, donc je peux pas vous dire encore pour l'instant, mais c'était pas non plus mirobolant, quoi. Ok, donc toi, le déclic de passage en société, c'est vraiment ce seuil de TVA, en fait. Ouais, c'est ce seuil de TVA, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui veulent travailler avec moi, donc psychologiquement on dit trop bien, je vais pas manquer de clients, etc. Mais c'était des gens qui me demandaient beaucoup aussi de la presta. Et du coup, je pense que j'ai voulu trop vite me lancer dans ce truc de la vente de formation et je me suis dit ça va aller trop bien, je vais faire que continuer cette courbe comme ça. Et au final, j'ai fait non, descente. Mais c'était le pari, quoi. Ouais, j'allais te demander qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je veux faire que de la formation parce que visiblement, enfin, avant tu faisais de la presta quand même, ça avait l'air de fonctionner.
puisque c'est ça aussi qui t'a fait évoluer et qui, à un moment, tu t'es dit, bon, bah là, on va aller au-dessus. D'ailleurs, je pense qu'on pourra revenir aussi sur cette idée de vouloir suivre, qu'il faut absolument scaler à tout prix. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire, justement, est-ce que c'est ces idées-là qui t'ont fait dire, je vais faire de la formation en ligne 100%, ou qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Alors, il y a eu de ça parce que tout le monde en parlait. Enfin, il y a quand même eu un gros boom par rapport à ça. Donc, forcément, j'entendais pas mal d'entrepreneurs parler de ce concept de scaler, de plus vendre son temps contre de l'argent, etc. Et c'est vrai que l'année 2021, j'ai fait un super chiffre d'affaires et je me suis moi-même freinée. Mais c'est parce que je cumulais justement prestations et formation en groupe. Et donc, il y a plein de moments où je me disais, ouais, je suis quand même un peu fatiguée, j'ai l'impression de courir dans tous les sens. Donc, forcément, cette idée de scaler, quand tu fais plein de prestations, plus t'essayes de développer les formations, tu te dis, ah bah trop bien, si je pouvais faire que de la formation et un petit peu travailler beaucoup moins et gagner plus, bah, c'est hyper attirant. Sauf que, bah, comme j'ai dit, j'ai découvert que c'était un métier totalement différent. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, j'ai envie de revenir un petit peu à OK, presta, one-to-one, accompagnement vraiment personnalisé, parce que bah, c'est super dur en fait de vendre de la formation et c'est vraiment une autre façon de penser, un autre mindset. Donc je pense que c'est un mélange de voilà, fatigue, beaucoup à courir dans tous les sens. Et puis j'avais aussi un processus que tout le monde adorait quand je faisais la presta, mais qui était hyper rodé, que je connaissais par cœur. Donc peut-être il y a aussi un côté pas je m'ennuie, mais un peu redondant. Donc là, je m'étais dit trop bien, je vais tester un nouveau truc, le côté un petit peu excitant de est-ce que je vais réussir à scaler tout ça. Donc je pense que c'est un peu un tout, c'est assez global au final. Je fais juste une petite parenthèse pour les auditeurs, auditrices qui ne savent pas ce que ça veut dire scaler. Oui, En fait, c'est pardon. bah, du coup générer plus de chiffre d'affaires pour son entreprise sans pour autant augmenter ses charges, notamment, comme tu disais, en arrêtant de vendre son temps et justement passer sur des formats qui te rapportent plus d'argent, à contrario de la croissance générale d'une entreprise où quand ton chiffre d'affaires grossit, tes charges grossissent aussi parce que derrière tu vas déléguer, etc. etc. Donc voilà, juste pour la petite nuance entre la croissance et le scale. Et du coup, moi j'avais une petite question. C'était par rapport du coup au fait de vouloir basculer sur le format formation en ligne. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'effet de mode, entre guillemets, parce que c'est vrai que le format de la formation en ligne a explosé dans les années, les années Covid, hein, quoi, clairement. Et est-ce que ça Mhm. aussi, du coup, ça n'a pas été un petit peu objet brillant, au même titre que vouloir scaler, en fait, passer sur ce format-là, alors qu'au final, c'était peut-être pas forcément quelque chose qui te convenait à toi? C'est une bonne question. Je pense que ça me plaisait au début quand je voulais vraiment faire formation plus sorte de coaching de groupe où les gens aussi quand même peuvent me partager. J'avais fait ça au début, leur identité visuelle. Ils avaient le support qui était la formation, puis après ils faisaient leur tambouille et on faisait des lives ensemble où je donnais des retours ou le Discord, des conseils, etc. En fait, moi je pense que j'ai besoin un peu d'un mix des deux. Mais quand j'ai voulu basculer en 100% evergreen, déjà la partie technique, voilà, entre le site, les automatisations, etc. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore. Par exemple, Notion, c'est un outil que j'adore. Mais trop d'automatisation, je sens que voilà, c'est trop pour moi aussi. Donc, je pense que c'est un mix des deux. Mais en même temps, je me verrais, enfin, à l'époque, je me voyais pas que faire de la prestation one-to-one parce que c'est vrai que je pouvais prendre que, allez, 2 clients, 3 clients, grand maximum par mois. Et comme je vous l'ai dit, c'est un process qui était très, très rodé. Donc, je pense que, voilà, je commençais un petit peu aussi à, moi, manquer un peu de créativité, ce qui est très bizarre parce qu'en soi, c'était hyper créatif dans le sens où chaque client était un projet différent. Mais il y avait quand même, au-delà de, oui, l'objet brillant en soi pour le chiffre d'affaires, etc., même pour moi, en termes de curiosité, d'envie de tester, parce que j'adore aussi me challenger. Je pense que c'est un truc qui me plaisait aussi, mais j'ai voulu aller trop vite, je pense, foncer tête baissée en faisant que ça et en me disant c'est bon, j'arrête la presta, je vais vivre 100% de la formation comme si ça allait être super facile, alors que pas du tout. Ouais, en fait, il y a eu un côté, je m'ennuie, j'ai envie de challenge, j'ai envie de nouveau dans mon entreprise. Donc, je vais tenter la formation en ligne parce que ça me permet de transmettre et ça me permet de me libérer du temps, etc. Et puis voilà, peut-être de scaler, etc. Et le côté un peu suivi de la mode, justement, ah bah tiens, ça a l'air bien, ça a l'air sympa, peut-être que je vais pouvoir mieux m'organiser, peut-être que je vais pouvoir voilà, gagner plus en faisant un petit peu moins. Et, euh, et c'est un petit peu ce côté qui est aussi vendu par pas mal d'entrepreneurs, hein, où voilà, bah, je vis ma best life, je peux voyager quand je veux, j'ai pas besoin de trop travailler parce que ça fonctionne pour moi. Regardez mes notifications Stripe, je fais rien, je suis en train de boire mon petit thé matcha et ça tombe comme. Alors, évidemment, c'est cool si on peut en arriver là, mais De ouf.
On est bien d'accord, hein, je rêverais de pouvoir boire mon petit ice coffee et hop, j'ai plein de trucs qui me tombent, jackpot, etc. Mais comme on l'a dit, c'est un peu cet objet brillant, genre ah ouais, ça va arriver tout de suite, ça va tomber tout de suite, alors que finalement c'est un tout autre métier et qu'il y a beaucoup de travail Mhm. avant d'en arriver à cette optique-là, enfin à ces résultats-là. Donc ça, c'est quelque chose finalement, comme tu l'as dit, t'es allé un petit peu plus vite que la musique. Exactement. Et c'est pareil pour le URL. On nous vend ça comme c'est trop bien. Tu vas passer toutes tes charges en frais de société pour les impôts. Parce que forcément, oui, la première année où j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent, donc en 2021, oui, c'est ça, où je vois les impôts. D'habitude, je payais pas beaucoup d'impôts et là, je vois presque 1300 ou 1400 euros d'impôts. Je me dis, bon, c'est vrai que c'est tentant cette histoire de société où on peut optimiser, etc. Et puis, comme je vous disais, j'avais un projet où je voulais mettre mon appart en location, aller vivre avec la personne avec qui j'étais en couple à l'époque. Donc je me disais j'aurais pas trop de charges côté vie perso. Donc ça tout se goupillait trop bien. Sauf qu'en fait, voilà, ça ne se passe pas comme prévu. Et je pense qu'en effet, c'est un peu les gens qui nous vendent la facilité, alors que derrière, il y a tout ce qui est pub, communication, mettre à jour la formation. Enfin, il y a énormément de travail. Et on nous vend ça comme si c'était un petit peu plus, enfin voilà, c'est plus simple que les prestats avec chercher les clients, etc. Sauf qu'en fait, je pense que c'est, enfin, ça dépend du stade, ça dépend de ce qu'on veut, mais ça peut être aussi très très bien d'avoir un gros client ou deux trois gros clients en freelance et enfin voilà, ça dépend de ce que chacun veut, mais en effet, moi j'ai voulu, je pense, et puis je voyais que j'avais des demandes pour cette formation en groupe. Donc je me suis dit bah trop bien, si j'ai des demandes pour cette formation en groupe, j'en aurais forcément en Evergreen, genre je sais pas, je faisais des raccourcis un petit peu qui m'arrangeaient. Ok. Et donc du coup, donc tu décides de passer en EURL. J'imagine que tu te fais accompagner pour justement les démarches, etc. Tu fais appel à qui? Est-ce que la personne te renseigne? Enfin, est-ce que t'as hésité à le statut, ce genre de choses? Quelle a été ta réflexion à ce moment-là, quoi? Mm. Ouais, alors c'est vrai que j'en entendais beaucoup parler. Je voyais plein de gens autour de moi qui passaient en société ou qui se renseignaient, ou enfin bref, tout ça. Et donc j'avais demandé à une ancienne cliente et pote business, donc Dorian Baker, et qui me dit qu'elle, elle est passée par Number. Du coup, bah, je les contacte. Société donc qui fait du euh, T'es un cabinet comptable en ligne. ouais, voilà, merci. Voilà, c'est ça, un cabinet d'expertise comptable. Appel gratuit pour savoir un petit peu où j'en suis, ma situation. Je leur explique justement ce projet de louer mon appart, machin, blabla. Trop bien. Il fait un petit calcul et il me dit ils me disent par rapport à ce que tu gagnes, tu dépenses presque un tiers de ce que tu gagnes dans des charges. Donc ça peut être intéressant en effet de passer en société. Ils m'ont pas conseillé SASU et SARL, ils m'ont conseillé plutôt EURL. Du coup, moi je me suis dit bon bah ils ont l'air de dire que ça s'y prête. Il me conseille, il m'accompagne pour le passage en société, la fermeture de la micro et tout. Voilà, trop bien, trop cool. Je vais passer par eux. C'est un coût quand même, c'est une centaine d'euros par mois après pour la partie comptable, soi-disant conseil. Bon, je vais pas leur cracher dessus, mais ouais, conseil, etc. Donc je passe par eux, ça se passe très bien. Je ferme la micro, je me dis trop cool. Voilà, je suis vraiment dans une dynamique, c'est trop bien et tout. Comme tu disais, j'en parle un petit peu, je fais des vidéos YouTube en mode voilà, c'est trop bien, je passe à un nouveau niveau, et, enfin genre comme si c'était vraiment un palier quoi, pas qu'il faut atteindre, mais bref, un peu un truc, c'est stylé. Et puis bah après, il m'accompagne. Le début, ça va, et puis après, je me rends compte. Et j'ai une autre copine qui a pris qui a fait exactement la même chose que moi et qui me disait elle aussi qu'elle se sentait que bon bah en termes d'accompagnement, c'était quand même assez le minimum quoi. Ils font la comptabilité et puis après en fait, c'est à nous d'aller les démarcher pour leur dire qu'on a des questions, leur demander des conseils, etc. Mais ils sont pas hyper non plus force de proposition. J'aime pas c'est trop cette expression, mais voilà, dans l'accompagnement, alors que ça fait quelques mois qu'on est lancé et que évidemment on a des milliards de questions. Mais en gros, le retour qu'ils m'ont dit, c'est non, c'est à vous, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais moi, je sais même pas est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. Enfin bref, ils nous disent si vous n'avez pas de retour de notre part, c'est que ça se passe très bien. Mais bon, je pense que moi, j'aurais peut-être aimé être un peu plus rassurée. Mais après, en soi, ça s'est pas mal passé. Et au bout d'un an, j'ai changé, j'ai pris un autre outil en ligne pour faire la comptabilité, qui coûtait moins cher. Ok. Et juste du coup pour faire la distinction, c'est quoi les majeurs changements entre le statut de la micro et donc le URL que tu as choisi d'un point de vue comptabilité, fiscalité, etc. C'est quoi vraiment qui change du tout?
Alors, du coup, il y a déjà le fait que la micro-entreprise, c'est plus pour tester, selon moi, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, c'est vraiment un statut qui est fait pour tester l'entrepreneuriat. T'as moins de charges, même si voilà, là, ça a augmenté, mais c'est une vingtaine de pourcents de ce que tu gagnes au global de ton chiffre d'affaires qui partent à l'URSSAF. Il n'y a pas d'obligation de tenir un truc, enfin si tu dois retenir un livre de recettes, mais voilà, en termes de comptabilité, c'est quand même hyper simple, hyper facile. Tu dois juste déclarer tous les mois ou tous les trimestres ton chiffre d'affaires et puis en fonction ils calculent tes cotisations. Par contre, tu es imposé sur alors un abattement fiscal, mais sur ce que tu gagnes en chiffre d'affaires global, alors que l'EURL, qui est donc une format de société unipersonnelle, déjà il y a la TVA, donc tu es obligé t'es redevable de la TVA, donc tout ce que tu gagnes, tu le factures en TTC et après tu reverses la TVA à l'État, enfin je sais plus, alors ça fois aussi, non aux impôts. Tu as donc une obligation là de tenir ta comptabilité, de faire le bilan comptable à la fin de l'année. Vraiment, il faut faire ça bien. Et puis, du coup, là, tu peux faire passer certaines charges, certains frais en frais de société, ce qui te permet du coup d'avoir ton impôt personnel par rapport à ce que tu te rémunères. Donc, si tu te rémunères peu, tu n'as pas forcément beaucoup d'impôts. Et les impôts de ta société, où là, tu peux jouer un petit peu à, dès que tu gagnes de l'argent, aussi équilibrer avec tes charges pour payer le moins d'impôts possible. C'est un petit peu un petit jeu, mais qui permet de réduire nettement les impôts. Donc, ça peut être intéressant. Mais voilà, il faut prendre en compte beaucoup de choses, puisque moins tu te rémunères, moins tu te rémunères, hein, voilà. Et donc, c'est 45% là, en termes de cotisation de ce que tu te rémunères qui partent à l'URSSAF. Donc, si tu veux te rémunérer 1 000 euros, tu dois provisionner 450 qui vont partir pour l'URSSAF. Et la première année, malheureusement, ils te font un peu une simulation. Ils disent, en général, les gens, ils gagnent tant, donc vous allez être prélevé tant. Après, tu peux envoyer un mail pour leur demander de réduire, etc. Mais donc, la première année peut être un peu compliquée, et la deuxième aussi. Et puis voilà, c'est principalement ça les différences. En gros, j'ai sûrement oublié des choses, mais c'est ça l'idée. Et du coup, c'est quoi l'impact direct que tu as perçu justement sur ce statut-là? Comment tu as pu gérer? Tu nous as parlé donc le fait que les années qui ont suivi au statut donc URL, t'as pas forcément augmenté sur ton chiffre d'affaires, etc. Donc comment ça s'est répercuté de... Là, on reste vraiment dans le côté purement, on va dire, financier, sans forcément nous révéler les chiffres ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as vraiment vu une différence? Est-ce que tu as réussi à te rémunérer tous les mois, etc. Alors, forcément, au début, j'avais encore quand même j'avais encore quelques prestations et voilà le coaching. Enfin, j'avais pas mal de trucs, donc ça allait. Mais forcément, après, c'était plus compliqué. Et du coup, le concept, c'est si je gagne moins, et vu que je vais quand même être taxé 45%, si je me rémunère moins. Donc 2023, je me rémunérais quand même. 2022, je me rémunérais de moins en moins. C'était pas évident, puisqu'en plus j'étais revenue vivre dans mon appartement. Donc voilà, il y a plein de choses aussi du côté perso, il y a tout qui se mélange. Et il y a beaucoup de charge mentale, puisque ce concept de TVA, voilà, il fallait que je l'intègre aussi. Je comprends évidemment le fonctionnement, mais ça rajoute de la charge mentale dans les trucs. Et il faut toujours calculer tout en hors taxe, TTC. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même une charge mentale. Au final, c'est pas plus mal pour les gens qui font d'abord, en restant en micro, le passage à la TVA, plus ensuite le IRL, parce qu'il y a quand même un petit temps d'adaptation. Et moi, j'ai voulu faire tout d'un coup, et c'est vrai que du coup, c'était quand même assez intense. Puis, du coup, la comptabilité, en effet, où c'est un peu plus technique. Après, je faisais confiance en la personne qui s'occupait de ça. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte. Ça change un petit peu de la facilité qu'on a, je trouve, en micro-entreprise. Et puis après, l'année 2023, c'était un petit peu pareil. Je me rémunérais de moins en moins. Ça, c'est un truc où j'ai énormément de mal, mais j'ai dû demander un petit peu d'aide financière à mon père parce que il y avait des mois où c'était vraiment compliqué. Et c'était très 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 inconfortable pour moi. C'est quelque chose que je ne supporte pas faire. Mais donc voilà, ça fait partie des choses aussi où voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress, et du coup, on rentre dans une dynamique où c'est un peu, il faut vendre des offres pour le chiffre d'affaires pour pouvoir vivre, voilà, et pas survivre et vivoter en essayant de grappiller par-ci par-là, mais juste vivre normalement. Et donc après, on rentre dans une dynamique où voilà, c'est un peu, c'est pas vendre pour vendre peut-être non plus, mais quand même une sorte de truc. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais où c'est un peu c'est lourd, quoi. Ça devient vite lourd.
on se met beaucoup de pression sur les épaules. Et puis voilà, derrière, on sait qu'après, il faudra reverser, enfin, l'URSSAF qui prend les 45%, plus les frais de base, hein, les outils, etc., où on peut pas forcément optimiser non plus énormément. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué. Et après, du coup, il y a un moment où on arrive et on se dit, bon, là, en fait, mon but dans la vie, c'est quand même d'être à mon compte pour vivre, gagner de l'argent et être confortable, et pas pour ramer régulièrement. Donc, la société, c'était cool, mais je pense qu'il faut savoir arrêter. Et au final, en micro, je m'en sortais mieux. Et j'avais moins de pression, de charge mentale, voilà, questionnement tout le temps. Donc, la décision a été prise. Bon, c'était très, très dur, hein, mais c'était la décision au final. Ouais. Quand je t'entends, il y a plein de choses, alors des choses très intéressantes qui ressortent. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément de pression, hein, tout du long. En fait, à ce passage-là, il y a eu énormément de pression. Il y a eu le perso aussi qui a beaucoup joué, parce que tu en as parlé. Alors, je te demande pas de rentrer dans les détails, hein, mais une rupture, ça fait toujours, ça chamboule beaucoup. Donc, en fonction aussi de comment ça s'est passé, j'imagine que ça impacte aussi beaucoup l'énergie que tu peux avoir, parce que tu as ça à gérer. Ah oui. Plus, voilà, le passage en EURL qui, enfin, ça fait beaucoup de choses à gérer, j'imagine. Et ce passage où tu nous parles de demander de l'argent à ton père, on a déjà eu cette conversation, notamment avec notre invitée, avec Elsa, hein, qui nous disait qu'elle a dû demander, et même c'est ses parents qui lui ont proposé, hein, d'aider financièrement parce qu'ils savaient que c'était chaud. C'est quoi le blocage de demander à ses parents, SOS, j'ai besoin d'argent là? Alors, en fait, moi, pour faire un petit parcours rapide, donc j'ai été adoptée par mes deux parents. Voilà, je viens du Vietnam et donc j'ai été adoptée. J'ai perdu ma mère assez jeune, ma mère adoptive, et mon père m'a élevée il m'a élevée seule. Et c'est vrai qu'il m'a très vite inculqué des notions de toute façon, lui, il a vécu comme ça, mais il faut être indépendant, il faut savoir se gérer. Forcément, il m'a, je pense, appris très vite à être autonome, parce que aussi, si lui un jour il partait, il fallait que je puisse me gérer un minimum, quoi. Donc il y a eu beaucoup de choses autour de ça, d'être autonome, de pouvoir s'assumer financièrement, etc. Donc j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, et forcément l'entrepreneuriat, même lui, il m'a dit, vas-y, tente, au pire tu retrouveras un CDI plus tard. Et donc je me suis lancée à fond là-dedans. Et forcément, on a envie que nos parents soient fiers, on a envie de montrer que justement on arrive à en vivre. Et vu que j'étais sur une très belle lancée en 2021, même lui, il était en mode, trop bien, génial, tout, ça se passe bien, il était trop content pour moi. Et je pense que là, en effet, en plus de lui dire, je vais passer en société, il devait se dire, mais waouh, c'est fou, ma fille, c'est incroyable ce qui se passe. Et du coup, de vivre cette redescente, on va dire, financière et même morale, comme tu dis, le fait de se séparer de quelqu'un avec qui on est depuis 5 ans, de retourner vivre seul, enfin, il y a plein de choses. J'avais aucune envie de travailler, c'est clair, hein, pendant un mois et demi, 2 mois, j'avais aucune envie de bosser. Et puis, je pense que c'est pas évident de voir, voilà, du coup, cette réussite pour sa fille, et puis d'un coup que ça se passe moins bien, c'est compliqué, que voilà, financièrement ça suit plus. Moi, je le vis personnellement comme un échec, donc je projette en me disant que pour mon père ça doit être alors qu'il m'a toujours dit, je suis fière de toi, peu importe la situation. Mais voilà, c'est moi avec moi-même. Et du coup, pour moi, lui demander de l'argent, c'était vraiment me mettre face à la réalité que voilà, je suis pas autonome financièrement, et de base, j'aime pas forcément demander beaucoup d'aide aux gens. Et en plus là, à mon père, à qui j'ai envie de prouver que je suis capable, voilà, ça vient jouer aussi sur le perso et sur le mindset et sur les croyances limitantes et tout ça. Ouais, c'est super intéressant parce que tu as ce côté où il t'a éduqué, et je pense qu'il y a pas mal de parents qui nous éduquent comme ça, il faut que tu sois indépendante, que tu sois autonome, mais dans l'idée faut que, faut que tu dépendes de personne, mais généralement, je pense qu'ils le font dans le sens, te bloque pas par rapport aux gens, fais les choses pour toi. Enfin, en tout cas, moi, je sais que personnellement, mes parents, c'était ça, c'est n'attends pas les autres pour faire ce que tu veux, fais les choses pour toi, passe à l'action pour toi. Sauf que, quand on est enfant, on le prend pour ouais, il va falloir que tu sois forte, il va falloir que tu te gères par toi-même, que tu dépendes de personne pour réussir dans la vie. Et ça nous suit derrière. Ça nous suit beaucoup, et on a cette idée derrière, ah mais il faut pas que je les déçoive du coup. Parce qu'ils comptent sur moi, ils m'ont toujours éduquée comme ça. Si j'arrive pas à m'en sortir par moi-même, je vais les décevoir ses parents. Ah, ça pique, hein, ça c'est. Alors qu'en soi,
bah, Elsa, c'est ce qu'elle nous disait. Moi, je le sais très bien que c'est pareil de mon côté. Je pense que pour beaucoup de parents, en soi, à aucun moment, ils seront déçus. Ils seront juste inquiets et de se dire, putain, mais il faut que j'aide ma fille, mon fils, il faut que je l'aide à s'en sortir, il faut que je la soutienne. Et nous, on le prend comme une responsabilité de fou de se dire, ah, il faut que je sois assez, faut que je sois, enfin, faut que je les rende fiers. C'est ça que t'as dit, hein, faut que je les rende fiers, faut que je le rende fier. Et c'est terrible cette pression qu'on se met pour littéralement Ouais. rien, parce qu'eux, ils nous ont rien demandé derrière. Hein. C'est, comme tu l'as dit, c'est de la projection de il compte sur moi, il compte, j'ai pas envie que. Il était si fier de moi, j'ai pas envie de le décevoir. C'est terrible, en fait, cette pression qu'on peut se mettre. Parce que, comme tu l'as dit, il était juste très content de pouvoir t'aider. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que tout le monde, enfin, mon copain me le disait, mais en fait, les parents aussi, souvent, ils sont quand même contents de pouvoir nous aider. C'est pas leur rôle, mais voilà, ça fait partie aussi du truc. Mais moi, j'ai mis du temps à comprendre, et c'est en pelant un peu les couches de mon propre oignon que j'ai compris aussi que je me mettais énormément de pression parce que, étant une enfant adoptée, je me dis, alors on rentre dans vraiment un truc, alors c'est de la psychologie de comptoir, mais bref, je me dis, il faut que je les rende fiers parce que il faut qu'ils se disent qu'ils aient eu raison de m'adopter. C'est horrible. Enfin, c'est. Ouais, je sais. Non, mais ça me brise le cœur quand j'entends ça parce que je peux. Enfin, je peux comprendre le cheminement, mais tu te dis, mais c'est terrible parce que. Enfin, s'ils ont adopté un enfant, c'est parce qu'ils étaient prêts à Oui, l'aimer de tout il leur y a cœur. rien En à... fait. T'as rien C'est à ça, il y a prouver, en rien fait. en contrepartie. Ouais, c'est ça. Enfin, genre, faut que je Non, leur mais... prouve qu'ils ont eu raison de me choisir moi, parce que c'était, oh la vache, c'était, mais ah, en plus, je vais pleurer. anecdote, non, ne pleurez pas, ne pleurez pas, sinon je vais pleurer aussi, ça va être l'enfer. Mais anecdote folle, d'ailleurs, une semaine avant qu'ils m'adoptent moi, ils ont eu un autre coup de fil parce qu'en fait, mon père, il travaillait dans justement un hôpital, etc. Enfin, il était en lien avec un hôpital au Vietnam. Et du coup, une semaine avant, l'hôpital les a appelés en disant, bah, si vous voulez toujours adopter, il y a un petit garçon qui vient de naître. Et mon père avait plein de réunions, etc. Il pouvait pas. Il a dit non, bah désolé, pas, ça sera pas pour cette fois. Et la semaine suivante, c'était moi. Donc il y a aussi un peu un truc, je pense, où voilà, on se dit, bah ouais, il faut, enfin, c'est pas il faut. Encore une fois, je sais que c'est pas ce qu'il faut que je pense, mais je me dis, voilà, il faut que je le rende fier, quoi. C'est fou, hein. C'est fou la pression qu'on peut se foutre sur les Ouais, épaules. c'est mon mot, la pression. Et est-ce Comme qu'il n'y a on pas dit, aussi tiens, un si tu veux effet... faire psychologie de comptoir, la pression, on préfère la boire que la supporter, quoi. C'est clair. Oh, Ah, la bien phrase de celle-là. beauf. L'abus d'alcool est dangereux C'est pour la clair. santé. On met le petit, tu sais, faudrait mettre le petit bandeau, là. Consommer avec Moi, j'allais poser une modération. question hyper intelligente et toi, tu balances ça, quoi. Pardon. C'est pour détendre l'atmosphère. Tu peux y aller maintenant. Non, mais j'allais demander justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de société, dans le sens où aujourd'hui, la femme, elle est libre, elle est Ah, émancipée, bah ça. elle est plus au crochet de son mari, etc. Et du coup, bah, il y a aussi cette volonté de la société que la femme doit être indépendante financièrement, gagner son propre argent, tout ça, tout ça. Et est-ce que indirectement, ça appuie pas aussi sur cette pression-là, quoi? Oui, c'est possible et je pense que de toute façon, en effet, bon, je cherche pas là à faire un combat homme-femme, etc., mais je suis convaincue que les femmes, on part dans notre éducation, même s'il y a plein de parents qui font du mieux qu'ils peuvent, ou même, enfin, voilà, c'est un truc de société, c'est un truc d'éducation globale. On part avec, voilà, des contraintes par rapport aux hommes où on nous inculque pas forcément les mêmes choses. Enfin bref. Et en effet, je pense qu'il y a cette pression-là. Et pour vous dire, mais moi, je suis folle. Je suis tellement dans le truc de, justement, pour moi, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie d'être autonome, de me gérer, etc. Un de mes goals, c'est aussi de pouvoir un jour entretenir mon mec, de pouvoir être un peu la sugar mamie. J'ai cette image, en fait, c'est peut-être trop le contraste opposé, un peu, c'est un peu bête, mais ce truc de, si lui, il vient me voir et qu'il me dit, j'ai envie de m'offrir un truc, j'ai envie d'être cette meuf qui peut dire, tiens, prends ma carte. Exactement. Genre, allez, tiens, prends, fais-toi plaisir, ça me fait plaisir. Et ouais, je pense qu'il y a une pression sur ça aussi. J'adore. Bah, tu sais, mon mec, il dit, moi, j'ai envie que tu gagnes vachement bien ta vie, comme ça, je serai homme au foyer sans enfant, et ça sera très bien. J'adore le homme au foyer sans enfant. Ouais, hein. Je comprends. Et en même temps, je pense que en fond, en toile de fond, quand on est une femme entrepreneuse, j'imagine qu'on a un peu ça au fond de nous aussi, c'est de montrer qu'on arrive par nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin d'hommes, qu'on est voilà, qu'on est capable par notre intelligence, nos ressources, nos compétences, etc., de montrer aux autres qu'on peut le faire. Ouais. Carrément, carrément. Mais c'est trop bien, c'est trop intéressant. Mais
C'est clair que bah oui, la société ne nous aide pas et je pense que même voilà, nos parents essayent de nous éduquer aussi. Enfin, certains sont déjà sensibles à ça, ils le voient très bien, donc ils essayent de nous éduquer. Et je pense qu'il y a ça aussi, comme enfin, Lise, t'as très bien fait d'en parler. Il faut qu'on éduque aussi nos filles à être indépendantes et à être autonomes et à pouvoir ne pas dépendre des hommes, justement. Mais du coup, ça s'ancre un petit peu trop parfois. Et on prend le chemin inverse de se dire, bah, du coup, je dépendrai jamais de personne et je demanderai pas d'aide. Que ce soit, je pense que c'est ça aussi qui fait que quand on commence dans l'entrepreneuriat, on a du mal à aller se faire coacher, se faire accompagner, demander de l'aide, voilà, que ce soit à sa famille, son entourage ou à des professionnels, parce qu'on se dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas m'occuper de moi par moi-même. Donc j'ai foiré ça. Donc finalement, qui je suis? Je suis pas une femme forte et indépendante. Ah bah mon Dieu, quoi. Donc ça fait mal à l'ego de se dire, va falloir que j'aille demander de l'aide. Alors que finalement, je trouve personnellement que c'est une très grande force d'être capable de se dire, ouais, là, j'y arrive pas. Au lieu de foncer tête baissée et de continuer à m'enfoncer dans la merde parce que j'ai décidé que mon ego, ça sera non, je ne demanderai pas d'aide, de se dire, bah ouais, là, je vais aller chercher de l'aide parce que là, c'est terrible et il faut faire quelque chose. Si j'ai envie d'avancer, en fait, j'avancerai mieux si on m'aide et si on me souffle un petit peu le chemin, quoi. Donc, c'est dur de faire ce switch-là, je pense. Totalement. Et c'est marrant parce que, en effet, je me souviens quand j'hésitais justement à fermer la société fin 2023, que c'est un peu compliqué, etc. J'en parlais avec mon père, il me disait, mais au pire, pourquoi tu crées pas une autre micro-entreprise à côté où tu refais du graphisme, des trucs comme ça. Et vraiment, j'avais cette phrase, mais c'est vraiment de l'ego pur de, ah, mais non, enfin, pas la honte, mais un peu ce truc d'auto-jugement de, ah, mais qu'est-ce que, et puis si les gens me trouvent, ils vont se dire que la meuf, elle est en société en parallèle à une micro, parce que, enfin, vraiment un truc d'ego mais forcément j'imagine quand on fait du branding et quand c'est nos thématiques, il y a ce truc de réputation où on a encore plus envie de prouver aux autres que c'est, vu qu'on leur dit que c'est important, on n'a pas envie d'être dans une position de vulnérabilité et de dire que je sais pas, il y a une forme d'échec. Et au final, je pense qu'il y a un moment où mon cerveau il s'est dit en fait l'ego fuck parce que bah faut juste vivre en fait et pas être en mode survie tout le temps, à stresser pour l'argent, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit ok là l'ego il faut le ranger parce que si c'est pour manger des pâtes au beurre tout le temps l'ego bon au bout d'un moment il est gentil mais on va le mettre plus loin et c'est vrai que c'est vraiment un truc d'ego et au final quand j'ai commencé vraiment à en parler même si je criais pas non plus sur tous les toits, j'étais pas non plus en mode fake it until you make it à dire que tout se passait super bien, mais quand j'ai voilà dit ça se passe pas bien, je réfléchis à fermer, etc. Mais les gens au contraire, enfin j'ai eu plein de retours hyper positifs de gens qui ont compris ou qui vivaient parfois même la même situation. J'ai découvert en parlant qu'il y avait justement la personne donc ectomorphe qui est une illustratrice, c'était elle que j'avais bloquée à l'époque. Enfin bloquée, voilà, je voulais juste plus voir ses visuels parce elle avait vraiment décollé en illustration et moi ça me renvoyait à mon propre échec entre guillemets où je me rendais compte que vivre de l'illustration c'était super dur. Donc je lui avais même dit désolée, ouais là je regarde plus trop ce que tu fais parce que ça me trigger un petit peu. Et bah justement on en a reparlé il y a pas longtemps. Elle me dit ah bah moi aussi je suis en pleine fermeture, c'est super compliqué, etc. Et puis là je vois qu'il y a Julie Kinoko qui en parle. Enfin il y a un peu tout le monde qui commence à en parler et je trouve que ça fait du bien et tout le monde voilà et aime cette transparence au final la communauté moi je le sens, tout le monde me dit merci d'en parler comme quoi voilà c'est ça la réalité et tout et il faut en parler en fait tout simplement Et même si c'est difficile. ça t'a pris combien de temps du coup entre la phase donc où tu as cette pression, où tu commences à en parler, où tu demandes de l'aide à ton père, etc. Ça a pris combien de temps à peu près? Ah, j'ai commencé à demander de l'aide à mon père fin 2022, si je me trompe pas. En fait, ça dépendait parce que il y avait des mois où je lui demandais moins, des mois où je lui demandais un peu plus, des mois où je lui demandais rien, puis ça reprenait. C'est ça le truc un peu. Enfin, pour moi, c'était un enfer. Quand je me suis dit c'est bon, là ce mois-ci je vais rien demander et que 2 mois après je lui redemande, j'étais vraiment en mode oh mon Dieu, mais bref, l'enfer. Mais donc c'était fin 2022 et puis j'ai vraiment officialisé je ferme le URL. Bah là en début de cette année 2024 quand j'ai aussi décidé de reprendre le mi-temps, etc. J'étais en mode, bon, allez, on repart de zéro, on arrête les conneries. Donc au final, ça a quand même duré 1 an et demi. Ok. Et en fait, pendant 1 an et demi, tu as été confrontée justement donc à cette pression, à d'autres émotions, j'imagine. Qu'est-ce que tu as traversé comme période un petit peu plus, d'un point de vue plus mindset ou émotionnel? Ouais, ben,
vraiment l'estime de soi. Je dirais pas la confiance parce que, enfin, quoique si, il y a des moments où peut-être la confiance aussi, mais j'arrive à passer à l'action. Je sais que je suis capable, si je me lance dans une nouvelle offre, un nouveau projet ou des marchés ou je sais pas quoi, je peux le faire. Mais c'est vraiment l'estime où, et je sais qu'Ectomorph en parlait aussi, quand tu vois que ton business est en train de, bon, il est pas non plus en train de s'effondrer totalement, mais qu'il est pas en train de décoller comme tu veux et que tu galères un peu, tu pédales dans cette forme de semoule là, t'as une baisse d'estime de toi où tu te dis mais comment est-ce que je peux proposer aux gens de l'aide alors que moi-même je suis pas la meilleure version de moi-même ce genre de truc là. Et donc j'ai eu une très grosse baisse d'estime de moi où je me disais mais en fait est-ce que je suis même douée pour le branding, est-ce que enfin avant voilà, il y a rien qui va. Et en plus au niveau du branding je me suis aussi rendu compte que je commençais aussi un petit peu à me lasser de parler tout le temps de la même chose, de donner tout le temps les mêmes conseils aux gens, de vendre tout le temps la même offre, etc. Et du coup, il y a eu un amas de pensées négatives. Et donc vraiment, c'était, il y a un moment où j'étais vraiment c'est même pas le creux de la vague, j'étais en train de me noyer sous la vague. Et il fallait que, au bout de plusieurs mois, il fallait que je fasse ce voyage au Japon. Je pense aussi que c'est arrivé plutôt au bon moment pour me dire, mais en fait, c'est ça la vie que je veux, c'est voyager, c'est découvrir des trucs. Et j'ai eu une discussion avec une amie qui est française mais qui vivait au Japon à l'époque. Et parce que moi, je veux tout de suite mettre un sens dans mon travail, être utile. Je sais pas si vous avez ça aussi. Et elle me disait, mais moi, soit en fait, je m'en fous, je veux juste un taf qui me plaît, où je me sens challengée et gagner de l'argent, avoir une mutuelle pour me sentir en sécurité et me payer des voyages. Et je l'ai écouté, j'étais là, ben en vrai, t'as pas tort. C'est pas con ce que tu dis. Et ça m'a permis de relativiser aussi ce truc de reprendre un mi-temps, que t'es pas obligé de vouloir, enfin, c'est quand même important pour moi de donner du sens à ce que je fais, de vouloir impacter positivement le monde, etc. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans ce truc de on va révolutionner tout, faut avoir un impact positif H24, il faut être happy tout le temps. Et c'est ça aussi, mon entreprise, elle s'appelait quand même Happy Branding, donc j'étais aussi dans cette vibe-là. Et au final, quand t'es plus aligné par rapport à ça, parce que t'as l'impression d'être dans le fond du trou, c'est très compliqué. Ouais, ça fait limite un peu ironique, du coup, le happy branding, quand toi, t'es au fond du trou, t'es là, genre, C'est non, ça. mais attends, t'essayes de flouer qui, justement, avec ça. Et je pense que, ouais, ça a un rôle aussi sur ton estime de toi, parce qu'effectivement, alors déjà, merci de rappeler que la confiance, c'est pas la même chose que l'estime de soi. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais, mais c'est vrai que cette espèce d'ironie de se dire, happy branding, alors que moi, je suis au fond du trou. Je me sentais pas happy du tout. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, t'es pas du tout aligné. Enfin, comment vendre quelque chose pour lequel là, t'es plus du tout en cohérence. Enfin, évidemment que derrière, ça te crée du désalignement, du questionnement et beaucoup d'autocritique envers soi-même. Et derrière, ça sabote complètement l'image que t'as de toi-même. Et plus tu sabotes ton image, et plus t'as du mal à trouver du positif sur ce que tu fais. Et forcément, derrière, c'est compliqué de remonter la pente. Mais du coup, ce voyage au Japon, il a eu l'air vachement important pour remonter la pente justement et déjà sortir de la noyade. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme réflexion justement? Parce que tu dis, voilà, ça a remis un peu les choses au centre du village, mais qu'est-ce que ça a apporté comme réflexion? Qu'est-ce qui est ressorti en fait de ce voyage-là? Alors, déjà, c'était un voyage que je rêvais de faire depuis que j'ai 7-8 ans, donc j'ai découvert les mangas, la culture japonaise, etc. Et en fait, je pense que ça m'a permis de juste relativiser beaucoup de choses dans ma vie et de juste me dire, mais en fait, la vie, c'est pas juste s'inquiéter tout le temps de son argent et d'avoir cette charge mentale, de se forcer, enfin pas de se forcer, mais voilà, d'être dans une dynamique où il faut absolument vendre parce que bah faut survivre et parce que machin. Et, euh, et ça m'a juste fait du bien, même en termes de calme. Alors, je travaillais un petit peu, j'étais mentor dans un accompagnement de groupe pour une autre boîte pendant que j'étais là-bas, mais c'était pas non plus hyper intense en termes de charge de travail. Et en fait, c'était juste bien d'être dans un pays que je rêvais de visiter, d'être avec des amis parce que j'étais avec mon chéri et des amis, d'être dans un calme parce que le Japon, il y a un truc, c'est hyper, enfin, il y a du monde, c'est hyper vivant et en même temps, c'est hyper apaisant. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, ça fait du bien. Et quand j'ai eu cette discussion avec cette amie là-bas, c'est vrai que ça m'a fait relativiser beaucoup de choses. Et quand je suis rentrée, j'ai j'ai continué quand même à pas vouloir fermer tout de suite, mais je pense que ça, moi, il me faut du temps. Il faut pour décanter. Quand on me dit des trucs, il me faut le temps de décanter le truc. Mais je pense que ça a été un peu un déclic, et c'est ce qui m'a permis plus tard de me dire quand même,
c'est pas ça la vie, c'est pas ce que j'ai vécu depuis 2 ans à galérer, etc. C'est pas censé être ça. Et puis forcément, si je veux y retourner, il faut que je gagne des sous. Donc une bonne motivation. Et pour revenir juste sur ce qu'on disait avant, c'est vrai qu'aussi je pense que si on regarde mon compte Instagram, quand j'étais dans cette phase de down, je communiquais moins et je communiquais, je pense, plus un peu en mode stratégie. Et j'avais perdu la petite flamme du début de faire des trucs qui te font kiffer. YouTube aussi, c'était devenu très voilà, c'est une vidéo YouTube qui parle de telle thématique parce que cette thématique elle va me permettre de vendre telle offre, etc. Très très stratégique, le call to action en plein milieu de la vidéo. Enfin, c'était devenu trop technique et stratégique et j'étais en train de perdre la passion. Et je pense que ce voyage au Japon aussi, il a joué où je me suis rendu compte, en fait, je faisais les choses parce qu'il faut faire les choses comme ça dans l'entrepreneuriat, un peu tout ça, et plus juste parce que ça me faisait kiffer. Et le fait de faire les vlogs au Japon, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Alors que ma chaîne YouTube, ça a toujours été dans l'idée ma vie d'entrepreneuse. Au début, je faisais beaucoup de vlogs, j'ai même fait des vidéos où je retapais mon appart, mais bon, je les ai enlevées depuis. Et là, on le voit dans mes vidéos, les dernières, elles sont très se lancer en entrepreneuriat, identité visuelle, très très techniques. Et donc j'avais envie de revenir à un truc plus la swan naturelle, sans pression, pour le kiff, pour le plaisir. Et au pire, si les gens ils kiffent pas, ils se désabonnent, ben un peu je retourne. C'est hyper important ce que tu dis, c'est que souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a justement cette flamme, cette passion des débuts qui nous pousse à travailler très dur, à repousser nos limites, etc. Alors c'est quelque chose de très bien en soi, mais c'est vrai que si derrière les résultats sont pas forcément au rendez-vous, on peut vite se décourager et en fait à partir du moment où on perd cette flamme, justement, on bascule dans le faire pour faire, justement, et plus le faire pour kiffer. Tu vois, je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis, mais du coup, l'intention qu'on met derrière chacune de nos actions, donc là, tu parlais de la création de tes vidéos sur YouTube, par exemple, mais ça peut s'appliquer à Instagram, à des emails qu'on envoie ou à tout autre type d'action classique dans une entreprise. À partir du moment où, justement, on fait les choses parce que faut gagner de la thune derrière, parce que on voit que c'est compliqué, l'intention n'est plus bonne. Et on tombe dans ce truc stratégique, et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait la même chose moi l'été dernier, donc donc voilà. Et en fait c'est ça, on attend, du coup on a de plus en plus d'attentes de tous ces contenus là. On se dit si je poste ça à tel moment, effectivement je vais faire la promo derrière de telle offre et tout, sauf que derrière ça marche pas, parce que du coup il y a plus le plaisir, il y a plus le kiff, il y a plus la vibe qu'on mettait avant. Et ça en fait ça se ressent énormément, pas forcément de nous-mêmes, mais notre communauté, nos prospects, nos clients sentent que il y a une dissonance en fait entre ce qu'on proposait avant, ce qu'on propose aujourd'hui, et je pense qu'indirectement ça vient aussi nuire à nos résultats, et après on tombe dans un cercle vicieux parce que du coup tu mets plein de choses en place qui ne fonctionnent pas à la hauteur de tes espérances, donc tu es démoralisé, donc tu perds ta motivation, etc., et c'est le début de la fin entre guillemets. Non, c'est clair, c'est exactement ça, un sorte de cercle vicieux. Ouais, après t'es à la recherche de tous les hacks possibles pour justement que ça se relance, que ça fonctionne, et tu te rends compte que ça marche pas avec toi, parce que si en soi t'aimes pas ça, tu vois, moi je sais que j'aime bien faire des vidéos très dans l'humour, j'aime l'humour, j'aime bien qu'on rigole, surtout quand on parle de dev perso, parce que c'est jamais bien évident, et j'ai pu tomber de temps en temps sur des vidéos un peu classiques avec des citations un peu voilà, ok, ça fait réfléchir, mais en fait moi ça me gonfle, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc. délire. Moi, je préfère rire les gens. Et ça marche mieux quand on fait, ce qu'on aime. Mais c'est vrai qu'on a tendance à sombrer dans ce côté, ah bah tiens, ça marche, ça a l'air de marcher chez les autres, alors je vais tenter ça. C'est le tout pour le tout, un petit peu. Sauf que, ouais, ça va dans tous les sens et le résultat est jamais bien probant, hein. Et du coup, donc, tu as pris la décision de fermer, de fermer, après une longue quand même réflexion, parce que voilà, c'est pas évident, il y a toutes ces questions d'ego dont on a parlé, ces questions d'échec, d'accepter, de digérer cet échec, etc. Donc tu en as fait une vidéo YouTube après. Finalement, après coup, comment tu te sens face à cette décision? Qu'est-ce que ça a apporté? Parce que tu avais énormément de pression, là, la cocotte, elle était en train de se remplir fortement. Comment tu t'es sentie après cette décision? Le jour où tu t'es dit, allez, c'est bon, j'arrête. Alors, pas mal de stress quand même, parce que je savais qu'il y avait toute la partie administrative, et je pense que c'est peut-être une des mini raisons qui faisait aussi que je retardais un peu le truc, parce que
j'avais jamais fermé une société administrativement parlant. Je savais pas au début combien ça allait me coûter, etc. Donc j'avais pas mal d'appréhension. Donc sur le coup, un peu d'appréhension. Et puis voilà, ça fait quitter une situation dans laquelle tu es depuis 2 ans. Donc même si tu en as ras la casquette, c'est quand même une sortie de zone de confort. Mais au final, dès l'instant où vraiment j'ai lancé la vidéo et aussi dès l'instant où on m'a confirmé que ça y est, la société était radiée, soulagement total. Vraiment soulagement de ouf. Repartir en micro, t'as l'impression de déjà un peu tout connaître. Enfin, tu te sens comme à la maison, entre guillemets, mais tu sais comment ça fonctionne. T'as tes habitudes, t'as pas de peur ou quoi. Donc ouais, vraiment changement de mindset total. Et puis la vidéo YouTube, appréhension aussi des retours des gens, mais je me disais ça serait trahir les gens que de continuer à faire comme si de rien n'était, alors qu'il se passe plein de choses normalement, moi, dans mes valeurs, quand même, business, il y a la transparence, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos YouTube où je raconte aussi l'aventure, parce que j'ai envie d'être sans filtre. Donc, bon, il était temps quand même que je sorte cette vidéo, parce que je commençais à accumuler quand même pas mal de frustration par rapport à tout ça. Et au final, pareil, dès que j'ai eu des premiers retours, énormément de retours positifs, d'encouragement, de soutien, de bienveillance, les gens qui râlent en disant vraiment en France c'est les sociétés ils nous taxent tout le temps. Ça c'était plus drôle, mais voilà, ça fait du bien juste d'avoir plein de gens qui te disent on te comprend, merci d'en parler, merci d'ouvrir le sujet, enfin de parler du sujet, etc. Et donc voilà, moi ça m'a fait du bien déjà pour mon côté, je partage mon aventure, même si c'est un exercice de vulnérabilité, hein, faut pas minimiser ça, mais ouais, un bon gros soulagement, et de voir que la grande majorité des gens voilà, n'étaient pas contre. Et j'ai même eu des personnes qui m'ont contacté derrière pour travailler avec moi. Du coup je me suis dit bon comme quoi il y a vraiment aucun souci. Et il y a eu une seule personne qui m'a dit, mais en formulant très bien sa question, et c'est vrai, mais du coup comment est-ce que toi t'arrives à gérer le fait que t'arrives pas à être au stade où tu veux, mais tu vends quand même de l'accompagnement pour les gens qui veulent se développer, etc. Et c'est vrai que ça m'a obligée à formuler ma réponse, dans le sens de, ça m'a obligée à vraiment réfléchir à la réponse que je voulais lui donner, et à me questionner aussi en termes encore une fois, d'estime de moi. Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est un avantage d'avoir vécu tout ça, parce que je pourrais aussi accompagner des gens qui peuvent peut-être être confrontés à ça plus tard ou avant, ou peu importe. Et donc, c'est une expérience de plus dans ma poche qui va servir, et je peux dire aux gens, voilà, il faut que tu évites de faire ça, parce que sinon tu vas potentiellement avoir telle conséquence. Donc voilà, j'essaye vraiment de tourner ça comme une expérience positive. Tout le monde me disait, mais non Swan, c'est pas un échec, c'est pas un échec. J'ai regardé la définition d'échec, c'est en gros un truc qui se passe pas comme tu aurais voulu que ça se passe. C'est un échec, voilà, je le dis, je le redirai, mais voilà, c'est un échec. Mais c'est un échec qui n'empêche que derrière j'ai appris plein de leçons, que j'ai grandi, que voilà, j'en tire plein de choses. Oui, c'est un échec plutôt administratif, parce qu'on n'aurait pas dû me conseiller comme ça, mais c'est un échec dans tous les cas, et j'en tire voilà, plein de belles leçons. Et si demain j'ai envie de réouvrir une société, je saurai comment ça se passe. Oui, et puis ça n'entache pas ta légitimité, comme tu viens de le dire, dans le sens où l'échec, entre guillemets, est lié au fait que tu as voulu sauter quelques étapes, aller peut-être un peu trop vite dans ce process de croissance, mais en aucun cas lié à tes compétences, à tes connaissances, ou à des choses que tu aurais mal faites, etc. Tu vois, donc ça n'entache pas plus que ça, justement. Oui, non, c'est la légitimité en tant que professionnel, non. Mais peut-être qu'en effet, j'aurais peut-être dû plus me renseigner. Tu dis pour la partie connaissances, pas sur les connaissances de mon métier, mais sur justement ce passage en société, sur le côté un petit peu plus administratif, voilà, justement. Même si je m'étais déjà beaucoup renseignée sur le fonctionnement de la TVA, etc. Mais je pense que le système est bien fait. Donc il faut laisser les choses se faire, rester en micro. Dès qu'on passe le seuil de la TVA, on continue. Et dès qu'on arrive au seuil où vraiment là, il faut passer en société, on passe aux sociétés. Moi, je pense que c'est ça. En effet, l'erreur, c'est d'avoir voulu brouiller les étapes trop vite, alors que le système est plutôt bien fait. Il suffit de se laisser porter, de faire les étapes tranquillement. Si par contre, en effet, je sais pas, on a déjà une équipe et qu'on a vraiment toutes les conditions qui font que c'est vraiment une très bonne idée stratégiquement de passer en société rapidement, très bien. Mais dans mon cas, voilà, j'avais une assistante, j'avais une assistante virtuelle, etc. Mais j'étais pas non plus au stade où je commençais à gagner
des sommes énormes et avoir une équipe, et avoir plein de charges, etc. En fait, j'aurais pu continuer en micro encore quelques temps. Trop bien. Et du coup, justement, pour éviter de griller les étapes et de se griller alors, professionnellement, entre guillemets, et personnellement surtout, en termes de pression, d'énergie, est-ce que tu aurais un ou deux conseils, alors un côté très pratico-pratique et un côté peut-être plus mindset, justement, à nous partager pour que ben, voilà, les personnes qui nous écoutent puissent peut-être faire un petit point sur là où elles en sont, quoi. Je pense que ce qui est hyper important, mais je pense que c'est un truc que tout le monde a déjà entendu, et j'ai l'impression de redire ce que tout le monde dit tout le temps, et peut-être que les gens en ont marre parce qu'ils veulent une recette miracle, mais il faut revenir tout le temps à son pourquoi, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, remettre du sens, enfin remettre de la logique et de l'envie et voilà, aussi du sens à ce qu'on fait. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'avais perdu la petite flamme et je faisais les choses, comme on s'était dit, là, faire pour faire, parce qu'on est dans un engrenage. Mais je pense que c'est important de revenir à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Aussi, ça aide aussi, c'est un très bon exercice de dire qu'est-ce qu'on ne veut pas pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Et à partir de là, on construit et on voit, est-ce que c'est une bonne idée de passer en société maintenant, de se faire accompagner, oui, mais pas de se faire accompagner peut-être par qu'une seule entreprise. Peut-être que j'aurais dû demander des conseils à d'autres cabinets d'expertise comptable, d'autres entrepreneurs, d'autres retours d'expérience. Mais je pense que c'est important vraiment de dire, ok, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment scaler, mais en prenant en compte toutes les répercussions que ça va avoir? Je pense que je me rendais pas compte de tout ce que ça comprenait comme stratégie, automatisation. Voilà, c'était encore une fois un autre métier. Et de se dire, ok, est-ce que il faut le faire tout de suite, ou est-ce que je peux pas me dire, je fais les choses étape par étape, donc je fais de moins en moins de prestats, de plus en plus de formations, et dès que j'arrive à un stade où vraiment la formation là ça fonctionne bien, j'arrête la presta. J'ai voulu, je pense, j'ai misé trop rapidement sur mon succès. C'est bien, ça c'est une preuve de confiance en soi et d'estime de soi, mais peut-être faire ça de façon un petit peu plus posée et en définissant un planning. Alors, et puis pareil, planning qui est un prévisionnel qui peut aussi mal se passer, donc peut-être se faire un prévisionnel au top, un prévisionnel si ça ne passe pas comme prévu, et un prévisionnel de la moyenne, le milieu, qu'est-ce qui est plus probable qu'il se passe, et à partir de là, se dire, ok, par rapport à nos objectifs, c'est aligné, par rapport à la réalité des choses, c'est plus probable que ça se passe plutôt comme ça que dans l'estimations hautes parfaites, donc en fonction de ça, qu'est-ce que je fais? Je pense que voilà, il faut, en tout cas moi c'est ce que je ferai aujourd'hui au final. Donc ça c'est plus pour la partie un peu organisation, et le mindset c'est pareil là. Je suis mitigée parce que je pense qu'il faut pas être trop pessimiste dans la vie, parce que sinon on fait rien, on a trop peur, etc. Et en même temps il faut pas non plus s'enjailler et se dire que tout va marcher parfaitement et se dire qu'on est la reine de la terre parce que c'est bon, on se freine pour passer le seuil de la TVA, alors que en fait on se le freine toute seule parce qu'on veut passer en société. Enfin bref, donc je pense qu'il faut pareil, il faut se motiver pour les bonnes raisons, se dire qu'on peut y arriver, qu'on va se donner les moyens d'y arriver, mais pas non plus se dire que tout va se passer comme prévu, parce que malheureusement, souvent ça se passe pas comme prévu. Donc anticiper et se donner les moyens d'arriver, ça c'est sûr. Oser croire en soi, en ses rêves, en ce qu'on a envie de faire, mais en restant aussi terre à terre. Ouais. Je sais pas si c'est un très bon conseil. Optimiste mais pas utopiste, quoi. Exactement, c'est ça. Et je pense que moi j'étais un peu trop utopiste. T'inquiète pas, t'es pas la seule. On a eu d'autres retours, même moi, je suis clairement passée par là. Genre, on croit tous, en fait, on est très nombrilistes. Moi, ça va marcher. Moi, je vais y arriver de ouf. Moi, je vais pas faire partie de ces gens qui se plantent là, qui traînent pendant des années avant de réussir dans leur business. Oui, si, Michou, tu vas faire comme tout le monde. Calme-toi. Mais t'as raison, rester un petit peu optimiste quand même, parce que sinon on n'avance pas et on se lance même pas, quoi. Oui, sinon on reste salarié et puis voilà, on fait les choses comme elles viennent tranquillement, on fait son 8h, 18h. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est plus du mindset qu'autre chose au final. C'est vraiment s'accrocher, c'est vraiment savoir ce qu'on veut, à qui on s'adresse, etc. Et dans tous les cas, l'entrepreneuriat, c'est une aventure avec des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Et justement, c'est là qu'on voit si on est fait pour être entrepreneur ou non. C'est est-ce qu'on continue, on s'adapte, on apprend, on a quand même cette envie d'entreprendre dans le sens de passer à l'action, de faire des choses, ou est-ce qu'on est bouffé par les peurs, par les questionnements, les doutes, et puis au final, on fait rien.
Et dans ce cas, si on arrive à passer le test entre guillemets, c'est que on peut essayer de continuer. Mais si justement, tu me disais au tout début, est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Si à la première pensée, j'ai envie de tout arrêter, on arrête. C'est que peut-être l'entrepreneuriat c'était pas fait pour nous, et c'est ok. Il y a des gens qui sont plus faits pour être salariés, il y a des gens qui sont faits pour qui préfèrent être au foyer, justement, homme ou femme au foyer, peu importe. Mais il faut juste voir voilà, à quel point on s'accroche ou pas à cette envie là d'être à son compte. Je rebondis juste sur le conseil que tu as donné plus d'un point de vue organisationnel et notamment sur le prévisionnel. C'est un très 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 bon conseil, le fait de justement avoir un prévisionnel au max, un prévisionnel râler pas queurette et un plutôt réaliste au final. Moi, c'est ce que je fais. Et par contre, je veux juste compléter en disant que donc c'est très très bien de le faire, mais par contre, il faut le suivre aussi. C'est-à-dire qu'on fait pas son prévisionnel en début d'année en mode ça va se passer comme ça. L'idée, c'est que quand on fait un prévisionnel, on ajuste au fur et à mesure du temps pour justement rebondir si finalement les choses ne se passent pas comme prévu, pour trouver des solutions, etc. Donc voilà, c'est juste mon petit conseil non sollicité que je partage avec nos chers auditeurs, auditrices. Tous conseils sont bons à prendre. Ici, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut, tu donnes les conseils que tu veux. Exactement, mais c'est un très bon conseil pour éviter la loose, tout à fait. En plus, voilà. Donc, je pense que les gens sont là pour entendre aussi des bonnes pratiques. Hein. Après, ils prennent ou ils prennent pas, hein, mais exactement. Voilà. Trop bien. Swan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, merci à vous. Pour ce témoignage pareil, très fort en émotion. On a eu de tout, du pro, du perso. Voilà, on fournit pas encore les mouchoirs pour les gens qui nous écoutent, mais peut-être qu'on fera des mouchoirs sponsor podcast de la loose d'ici peu de temps. Ça serait très drôle. Ça serait très très drôle. Affaire à suivre. Mais merci beaucoup en tout cas pour tes réponses. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation et j'espère que ça va aider les gens. Si on veut te retrouver, Swan, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, comme j'ai évoqué, j'ai une chaîne YouTube où je partage plein de choses apparemment. Il y a une chaîne YouTube, il y a un compte Instagram, donc Swan Calen. Alors, le petit piège, c'est que Swan ne s'écrit pas Swan comme le signe en anglais ou je sais pas quoi, ça s'écrit XUAN.